Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Jai et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode intitulé Afro de France et études supérieures. 3 jeunes d'origine africaine nés en France vont nous raconter leur parcours, revenir sur leur choix d'études, l'influence de leur milieu familial et social d'origine, en somme, témoigner de leur expérience d'étudiants français issus de l'immigration aujourd'hui. Ainsi, dans quelques instants, on retrouve Émilie de Pina-Cardozo, Mariam Fofana et Randy Pongo, tous membres de la MECAS. A tout de suite. Alors, sans plus tarder, on retrouve Mariam, Randy et Émilie. Merci à tous les 3 d'être avec moi aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Plaisir partagé, Awa. Du coup, moi, c'est Randy. J'ai 22 ans, je suis d'origine congolaise. Alors, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc c'est une formation cycle court en 2 ans, pendant lesquels j'ai étudié la vente et le marketing. Après, j'ai été faire l'équivalent d'une licence en gestion des entreprises en échange, donc en Belgique, à l'équivalent d'un IUT belge qui s'appelle la Vives Haute School. Et donc là, j'ai une licence en gestion. Émilie, tu veux enchaîner ? Oui, très bien. Bonjour, du coup, plaisir est partagé aussi d'être avec vous. Je m'appelle Émilie de Pina-Cardozo, je suis capverdienne, j'ai 23 ans également. Pour ma part, au niveau de mes études, j'ai fait une licence en droit. C'était du droit français et du droit européen à l'université de Paris-Créteil, on va dire UPEC pour simplifier. Ensuite, j'ai fait un master en droit des affaires. La première année, j'ai fait un échange Erasmus à la Bocconi, à Milan. Et ensuite, j'ai enseigné sur le master en droit des affaires. Et l'année suivante, donc l'année dernière, j'ai fait un master 2 en droit des affaires, parcours contrats commerciaux. Et actuellement, je suis inscrite à l'IEJ, donc c'est l'Institut des études judiciaires, de Paris 12 également, pour par la suite passer l'examen d'entrée en école d'avocat à la rentrée. Voilà. Mariam, pour clôturer cette présentation. Bonjour, Mariam Fofana, donc je suis la doyenne ici, 27 ans déjà, le temps passe très vite. Ça arrive pour vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé comme tout le monde, par une licence. Alors à Paris Cité maintenant. J'ai fait une licence en anglais majeur, histoire mineure. Durant ma licence, j'ai fait une mobilité à Copenhague, au Danemark. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai entamé un master en histoire des relations internationales à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Durant ce master-là, j'ai fait un mémoire sur les enjeux internationaux dans la mer de Bering et le nord du Pacifique, surtout à l'échelle de l'espace maritime. Et dans le cadre de ces recherches-là, justement, j'ai fait une mobilité au Canada, dans le nord de l'Ontario, pour justement développer un peu mon mémoire et avoir accès à diversité de sources. Et donc je suis rentrée et j'ai eu une forme de désillusion parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un très bon mémoire, c'était très bien, mais que je n'étais pas du tout en phase avec le milieu académique, que c'était un milieu très compliqué, que je n'allais pas forcément pouvoir évoluer dedans. Professionnellement et même humainement, c'était très compliqué pour moi de continuer la recherche. Et donc, je me suis réorientée vers un parcours un peu plus professionnel à l'université Paris-Saclay, où là, j'ai décidé de refaire un Master 1. C'était une décision assez difficile parce que c'était un peu comme un retour à zéro. On a l'impression de repartir un peu à la case départ. Donc, je me suis dit, tant pis, j'ai besoin de découvrir différentes choses. J'ai eu un parcours très, très sciences sociales et il faut savoir ce que j'ai envie de faire dans la vie, dans le monde, etc. Donc, j'ai fait un Master 1 en gestion, gouvernance des territoires, des risques et de l'environnement à Saclay. Et pendant ce M1, j'ai été en stage à la mairie de Paris, au cabinet d'un adjoint à la maire, en charge de l'économie sociale et circulaire et solidaire. Et donc c'était vraiment cool parce que là je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à faire, plein de choses à découvrir et que finalement je pouvais évoluer dans ce milieu-là. Et donc pour la forme, j'ai refait un Master 2 en me disant autant reprendre un autre diplôme, mais vu que j'ai fait tout ce chemin. Et donc je me suis spécialisée dans l'analyse économique et la gestion des risques. Et donc dans le cadre de ce master-là, je l'ai pris en alternance parce que je ne voulais plus être cantonnée au milieu académique. Donc l'alternance que j'ai faite toujours à la mairie de Paris, mais je suis l'adjoint à la maire en charge de la transition écologique, de l'eau et de l'énergie.
Voilà. Et donc là, je termine cette alternance et je serai prête à démarrer pleinement ma vie de jeune professionnelle. Jeune cadre dynamique. C'est ce que je vais écrire sur mon CV. On va tous écrire. Bah, merci pour ces présentations, tu es très exhaustives, j'en attendais pas autant, mais merci. Ah mais moi franchement si j'avais su j'aurais été encore plus exhaustif. Hein. On va y arriver, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet, mais justement avant qu'on en vienne au cœur du sujet, donc vos études, j'aimerais qu'on vienne un peu plus sur votre parcours dans un premier temps, pour nous permettre de mieux comprendre en fait votre cheminement et comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre environnement social et culturel, dans quel contexte vous avez évolué jusqu'à l'obtention de votre bac. Dans quel milieu vous avez grandi? Est-ce que c'était plutôt une grande ville, un village? Est-ce que vous êtes issu plutôt de la classe moyenne ou CSP+? Mariam, par exemple, je sais que tu as grandi à Clamart, dans un milieu qui était plutôt populaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Clamart, alors c'est un milieu assez populaire, effectivement. Bon, c'est une ville qui se gentrifie quand même un peu comme toutes les villes de banlieue. Mais j'ai grandi, voilà, au sein d'une famille assez particulière, parce que moi, je suis quand même malienne. Et c'est vrai qu'on est quand même réputé pour avoir des grandes familles, vivre en convivialité, comme nous, c'était pas le cas. C'était plutôt moi et ma mère, donc mon père, je l'ai pas connu. Et donc, jeune mère non diplômée, qui m'a eu très jeune, avant sa majorité. Et donc, oui, je pense qu'on est parti avec des sortes de béquilles, si tu veux. On a commencé la vie avec des béquilles, mais je pense que ça a été à la fois une forme de difficulté, une forme d'obstacle, mais aussi ça a été une forme de force pour moi, le fait de venir de ce milieu-là, même si c'est quand même compliqué de partir de la classe populaire jusque dans les milieux académiques et d'arriver là en se sentant tout à fait légitime, quoi. Moi, du coup, j'ai grandi dans une ville populaire, donc qui est aussi c'est la Villejuif. Là, on était très mélangés au niveau de la diversité. Pour vous dire, je me souviens en 6e, il y avait une classe de 20 élèves et il y avait genre 6 blancs. Donc on était majoritairement que des noirs. C'était intéressant au niveau de l'ambiance. J'aime bien c'était intéressant. Et après, à la mi-collège, j'ai déménagé donc, dans une autre ville. Pour le coup, là, c'était l'opposé. Dans le sens où j'ai grandi à Saint-Maur après. Ouais. Et donc à Saint-Maur, c'est plutôt une ville de bourgeois, comme on dit. Ah oui, c'est vers Vincennes, non? Ouais. Donc du coup, c'était vraiment... Changement d'ambiance. Ah, très clairement, oui, je l'ai bien senti, du coup, l'ambiance. Petit tips géographie, quand même, au cas où il y a des gens qui ne sont pas franciliens qui nous écoutent. Mariam, Clamart, c'est dans les Hauts-de-Seine. Voilà, c'est la région Île-de-France qui est limitrophe à Paris, quoi. Dans la petite couronne ouest de Paris. Voilà. Ouest-sud, d'ailleurs. Ouais. Et toi, Saint-Maur, c'est sud-est. Ouais, sud-est de Paris, mais très proche. Pareil pour Villejuif d'ailleurs, plutôt sud-sud-est. Ouais, c'est ça. C'est juste, j'ai déménagé du bout du 94 à l'autre bout du 94. Ouais, mais toujours juste à côté de Paris en fait. Voilà, c'est pas très loin quand même. Ouais, clairement, j'étais dans des classes où j'étais à chaque fois la seule noire. Hein. Lycée public, collège public, t'étais la seule noire? Ouais, j'étais à chaque fois non. Saint-Maur, c'est vraiment... ouais. Genre on était quoi? On était 2 noirs à peu près dans les classes, à peu près grand max, hein, pas plus. Et en vrai, ce changement de milieu, ça m'a donné encore plus de force pour réussir parce que forcément on dit t'es noir et puis tu fais partie de la classe populaire, donc forcément c'est pas la même chose, sachant qu'ils étaient, pour beaucoup dans mes classes, c'était assez aisé, tu vois. C'était souvent des enfants d'eux ou voilà. D'accord. Donc ça m'a donné encore plus de force pour réussir aussi au niveau de l'école et de mes études. Est-ce que tu as eu droit à des remarques justement désobligeantes par rapport à ton milieu d'origine, Pour au fait le que coup, tu étais non. une des seules noires, ouais. Pour le coup, non, ils ont été très sympathiques et ça, c'était cool. Ok. Parce que je pense que si je me serais pris des remarques... Ça t'aurait peut-être encore plus boosté, justement. Peut-être, hein, on sait pas. Ça aurait été dur quand même. Ça aurait été dur, je pense. Mais là, c'était plutôt cool, même malgré les différences de classe. C'était assez homogène au niveau de l'ambiance, ils étaient assez accueillants, les gens. Il y avait juste moins de bagarres. C'est sûr, hein. C'est tellement cliché. C'est sûr, c'était plus calme, mais on était beaucoup plus studieux, mais c'était vraiment cool. Et après, comme Mariam aussi, j'ai grandi au niveau familial dans une famille monoparentale, donc c'était qu'avec ma mère. Et je suis l'aînée, donc je dois montrer un peu l'exemple avec mes petites sœurs. T'as combien de petites sœurs? J'en ai 2. Donc il fallait que je montre un peu l'exemple et que je fasse un bon petit parcours. Et puis on m'a toujours motivée, donc je suis contente d'arriver où j'en suis.
Voilà. Et c'est que le début. Voilà, Mais ce oui. n'est que le début. Bah moi perso, j'ai fait une grande partie de mon adolescence à Savigny-le-Temple, donc là on est vraiment dans la grande couronne de Paris, en Seine-et-Marne, Dans le 7-7, c'est ça. dans le 77, ouais, au fin fond du RERD. Et Savigny-le-Temple, c'est une ville qui est populaire, mais je suis arrivé vraiment au début de la gentrification. Ça veut dire autour du vieux bourg de Savigny, qui est le quartier un peu bourgeois. Commençait à y avoir des pavillons qui se construisaient. Je dirais les quartiers les plus ghettos, c'était plutôt aux alentours de la gare, et moi j'y habitais pas. J'étais vraiment entre le bourg et la gare. Pas très loin d'une petite cité, mais bon, après, même si c'est une ville où il y avait beaucoup de gens, c'est pas très ghetto. Enfin, il y avait un four à côté de chez moi, mais franchement, ça va. C'est pas comme quand tu habites à Évry, Corbeil ou Sevran, où la rue, elle te prend et tu peux pas en sortir. C'est vraiment ceux qui sont dans ça. Et je vais pas dire qu'ils ont fait le choix de l'être, mais genre, il y a des moments où le choix se pose à eux. Il y a possibilité de s'extirper de En ce tout milieu cas, ouais, il y a d'une certaine possibilité de manière. s'en extirper. Moi, je traînais pas trop avec ces personnes. En tout cas, il y en avait qui étaient mes potes, notamment quand j'étais au collège ou au lycée. Ça va. Après, j'ai vécu avec mes deux parents dans une maison. Ouais, franchement, ça va. Bon, après, ma mère, elle bossait pas. Mon père, il bossait pour deux. Je ne pas trop souvent, mais en vrai, financièrement, il y avait des moments où c'était chaud, mais je dirais que globalement, je n'ai pas connu la misère. Tu vois. T'es plutôt dans la classe moyenne, quoi. Ouais, classe moyenne inférieure, classe moyenne moyenne. Mais plutôt moyenne inférieure. Merci pour la précision. Et alors, du coup, donc, vous avez fait quel bac? Le littéraire, scientifique ou ES? Littéraire. Ah, pas pro, pas techno. Ah, ok. Donc, je recommence. Bac général ou bac pro? Parce que je connais déjà vos parcours, du coup. Bah moi, bac S, donc général, série scientifique, spécialité physique-chimie. Et moi, du coup, j'ai fait un bac ES, spécialité sciences politiques. Et bon, ça va, après, j'ai toujours été bonne élève, donc j'ai pas eu trop de problèmes de ce point de vue-là. Et du coup, une fois votre bac en poche, donc toi, tu t'inscris en fac de droit, C'est ça. en fac d'histoire. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choix, justement? Euh, Est-ce que on vous avait conseillé de faire ces études-là? Est-ce que c'est un truc que vous vouliez faire depuis longtemps? Bah, moi, personnellement, bon, j'ai fait un bac L, SP Maths, parce que Oula. j'aurais pas dû. Ouais, Ce qui est non, très mix, bizarre. C'est Non, très bizarre. c'est un mix qui est c'est un mix qui est assez courant. C'est Oui, genre le mix clairement. des élèves qui prennent le parti pris de la littérature, mais qui sont assez bons en maths pour que les profs et les parents ils mettent la pression pour J'avais continuer les jamais maths, entendu ça. continuer les maths. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors que j'étais vraiment plutôt pas mauvaise en maths, mais je m'étais déjà mis un challenge en me disant, je vais pas sortir de là en me disant, enfin, tu vois, que je suis nulle en maths. Je m'étais mis un challenge en me disant, non, mais il faut que tu y arrives. Et moi, j'avais pas compris que j'allais avoir le même programme que les matheux, tu vois. Ouais. Et donc, genre là, ce que je dois expliquer, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas eu un parcours lambda, dans le sens où j'ai été scolarisée à domicile pendant 6 ans. Avec le Et CNED? donc, avec le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance. Et donc, en fait, depuis le collège, j'ai toujours eu mes cours à la maison. Et donc, tu reçois des manuels qui font la taille d'une personne, littéralement, empilés. Et donc, en fait, on n'est pas forcément aussi bien renseigné sur la manière dont tu vas devoir travailler durant l'année. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc, je me suis dit, je fais SP Maths, ils m'enverront une sorte de petite option, tu vois, mathématiques et tout. Et puis là, je vois les manuels, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc voilà pourquoi j'étais dedans. Et puis de toute façon, je devais continuer. Et j'ai eu mon bac quand même, avec mention, ça. En plus. Laquelle? Ah, c'est bien! Ce que je précise pas, c'est que j'ai eu assez bien. C'est vrai. Soit les gens qui disent avec mention, ils disent pas laquelle. Bah non. Mais du coup, oui, Mariam, tu m'as pas dit pourquoi tu as choisi de faire des études d'histoire, du coup. En fait, c'est de l'anglais. Parce que j'ai pris une majeure anglais. Ouais. Et j'ai vu dans la formation qu'on pouvait avoir une mineure histoire. Ah Je me oui. suis dit, c'est bien. Ouais, Mais pourquoi j'ai pris anglais? Parce que j'avais strictement aucune perspective sur ce que je voulais faire. Et la seule discipline où je ne faisais pas d'efforts et j'avais quand même des bonnes notes, c'était en anglais. C'est tout. C'est Il y a Et je me suis dit, tout à fait Je valable. vais rentrer à la fac et être sûre de réussir mon année. En fait, c'était ça mon objectif. Moi, c'est comment je fais pour réussir mon année de licence. Bah, en faisant en anglais, je savais que j'allais réussir. Mhm. Et comme j'ai toujours passionné d'histoire, je me suis dit, c'est bien, je pourrais faire un peu d'histoire à côté comme un passe-temps, quoi. Ah, Ah ouais, et en fait, Genre ce qui les- s'est passé Les concrètement. mineurs sont des Moi, à chaque passe-temps. fois- Pour moi, c'était un passe-temps, c'est Toi, à trop chaque bien. fois, il y a c'est une de la option, c'est culture. un passe-temps, quoi. Les maths, C'est les anglais, je reproduis les mêmes erreurs encore et encore. Alors qu'en fait, ça m'a plombé toute la
année, j'avais des cours qui faisaient 30 pages, c'était n'importe quoi, c'est pas un passe-temps. Mais au moins, je me dis, j'aurais pas fait histoire, ça aurait pas été pareil. C'était toute ma culture générale, elle vient de l'histoire, elle vient de tout ça. Et puis tu m'as rencontré. Et puis je t'ai rencontré. Ouais, Donc ça va aller. vous étiez toutes deux en LLCER, c'est Ouais, langue, Moi, littérature, c'était l'inverse. civilisation et... J'étais en majeure histoire et mineur LLCER anglais. Ok, donc Ok. toi t'étais en majeur LLCER. Donc on avait quelques cours, on se croisait comme ça. Eh oui. Mais voilà, et en fait, tu vois, si c'était à refaire, si j'étais peut-être encadrée, si j'avais des gens qui m'auraient dit, voilà, attention, ta licence, ça va déterminer ce que tu feras en master, elle va déterminer ton parcours professionnel. Enfin, moi, j'avais pas conscience de ça. Je me suis dit, j'ai eu mon bac, c'est déjà incroyable. Non. Parce que c'était considéré comme ça dans ma famille, on me disait, mais t'as ton bac, c'est incroyable. Je suis la première à avoir eu vraiment, tu vois, un diplôme et tout. Et on me disait, tu vas entrer à la fac, c'est incroyable. Et donc, les gens se disent pas, tu vois, est-ce que tu veux faire une grande école? Est-ce que tu veux faire une prépa? Ils savent Est-ce que pas que tu ça veux existe, faire, généralement. voilà, est-ce que tu veux faire une école de commerce? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu fais de l'anglais, est-ce que tu veux travailler à l'étranger plus tard? J'avais pas tout ça. Et comme j'étais au CNED, j'étais encore plus isolée. Ah bah, ça- Et donc moi, je me suis simplement dit, où est la sécurité? Pour quelqu'un qui n'était pas forcément sécure, bah, psychologiquement, même intellectuellement, je me sentais pas légitime à être dans ce milieu-là. Donc je me suis dit, l'anglais, c'est le moyen le plus sécure. Si c'était à refaire, j'aurais appréhendé, je pense, la fac différemment. Mais je suis contente de mon parcours, c'est juste... toutes les options n'avaient pas été présentées à moi à 18 ans, tu vois. Bah perso c'était pareil, hein. J'étais en S et nos profs ils avaient pas le temps de nous parler de l'après. Leur priorité à nous c'était qu'on ait le bac déjà et si possible avec mention. Donc après j'avais un prof principal en terminale qui était génial, qui quand on avait nos 2 heures de maths consécutives prenait le temps quand même de nous parler de poursuite d'études, mais ça reste minoritaire, genre... Très superficiel. Ouais, superficiel. Et quand j'étais en S, en tout cas, les bons élèves, dont j'avais le sentiment de faire partie, mais à tort, on nous disait surtout, c'est soit médecine, soit ingénierie, quoi. Et sauf que j'ai fait porte ouverte de la fac de médecine à l'UPEC. Ça m'a vite démotivé. Parce que t'es là, t'arrives, les gens ils te parlent, ouais, je révise de 9h à 21h, mais franchement ça va. La PACES c'est sur 2 ans, c'est un concours, on est pris au-dessus de 14 sur 20, mais franchement ça va, ça. Non, je pense que ça va aller. Et après, je suis un peu candidaté par hasard au DUT technique de commercialisation à l'IUT de Sénart, parce qu'il y a Lieu-Saint et que j'étais au lycée à Moissy, donc c'était à côté. En fait, quand j'étais en première ou en terminale, je sais plus, il y a des élèves du DUT qui sont venus présenter leur formation dans l'amphi de notre lycée. Et je suis allé aux portes ouvertes, ça m'a semblé cool. J'ai mis ça en 2e vœu, après une licence de psycho, parce que j'aimais bien la psychologie. Mais franchement, si aujourd'hui c'était à refaire, je pense que j'aurais fait une classe préparatoire. Déjà parce que je pense que ça m'aurait vraiment stimulé intellectuellement. Et que déjà, j'aurais pas fait un bac S. Parce que j'ai vraiment fait le bac S, genre juste parce que... Parce qu'on dit que c'est la voie royale. Ouais, on me disait que c'était la voie royale et je voulais juste un truc qui m'ouvre le max de portes. Donc j'ai fait bac S. Je pense que j'aurais fait un bac ES. Parce que ma matière préférée en seconde, c'était la SES. J'étais parti parce que on m'avait dit qu'il y avait des dissertes à faire. J'étais pas dans la rédaction. T'as été vite fait découragé. Ouais, on me décourage très rapidement en tout cas. Bac L, faut lire 20 livres pour le bac d'oral, je fais non, c'est pas pour moi. Disserte en ES, c'est pas pour moi. Donc ouais, j'aurais fait une classe préparatoire BL. J'ai oublié c'est quoi le nom. Ah, mais en fait, c'est les gros concours, quoi, BL. BL, c'est une classe préparatoire littéraire avec en plus de la socio et des mathématiques. Ouais, mais je crois qu'elle est hyper, elle est hyper prestigieuse déjà, mais elle est hyper dure. L'idée de la classe préparatoire BL, c'est de former des gens pour rentrer au concours de lettres à l'ENS, donc l'école normale supérieure. Ouais. Mais des gens qui font des classes préparatoires BL, vu qu'ils ont un très bon niveau en maths et dans les lettres, donc histoire, philo, sociaux et les langues, généralement ils vont aussi candidater à des magistères ou des licences ou des doubles licences, ce genre de choses. Donc j'aurais pu largement retomber sur mes pattes. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à
travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi de base je voulais pas du tout faire un bac ES. Pour commencer je voulais faire un bac S. Mais bon mon prof de maths il m'avait dit t'as pas le niveau. Parce que j'avais pas de logique. Donc il m'a dit bah non c'est mieux que tu fasses autre chose et pas un bac S. You don't have the capacity. C'est ça. Oh non. Du coup je m'étais retournée sur la filière STL parce que j'aimais bien la physique et la chimie. Donc je voulais faire un peu de biotech, on va dire entre guillemets, biologie. Et là, c'est mon prof de français qui m'a fait non, mais en fait, vous pouvez pas faire ça. Enfin, genre, il a fait un petit sous-entendu en mode ouais, la STL c'est plus pour les élèves qui n'ont pas trop de bonnes capacités. Vous, ça va, votre dossier il est bien. Ok, c'est montagne russe dans votre dossier, mais bon, vous avez les capacités de vous en sortir en ES et ça sera mieux que vous allez en ES quoi. Et donc, du coup, je suis allée en ES à cause de ça. Je trouve que c'est nul de se dire ça parce que il y a des formations qui sont super prestigieuses après des bacs techno comme STL. Mais bon, ouais. C'est la vie. Hein. Après, du coup, en vrai, s'il m'avait pas donné ce conseil-là, j'aurais sûrement eu une autre voie. Enfin, j'aurais été sûrement quelqu'un d'autre à cette heure-ci. Mais comme quoi, tu vois, tu dis qu'une simple conversation, ça peut se faire totalement changer, entre guillemets, ta vie, tu vois. Là, t'es une juriste, bientôt avocate, je l'espère. Si t'avais pas dit ça, ça se trouve, tu serais une ingénieure en biochimie. Et franchement, c'est incroyable quand j'y repense. Je me dis, waouh, vraiment, cet homme... Changer ta vie. Surtout si tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, franchement, j'aime bien. Et justement, pour le droit, comment je suis venue au droit, en vrai, je savais pas quoi faire aussi après le bac. Et dans ma classe, il y avait beaucoup d'élèves qui voulaient aller en école de commerce. Et moi, j'avais bien aimé aussi l'éco, tu vois. Je me disais, ouais, j'avais bien envie de continuer, etc. Bon, après, j'aimais bien aussi la science politique. Et je me suis dit au début, allez, je vais aller en école de co aussi. Après, j'ai vu les prix, j'ai dit, ah, ok, ça sera sans moi. Don't have the capacity. Ça aussi. Et donc, par la suite, on a eu une présentation aussi de filières par les anciens élèves de mon lycée. Ils nous ont présenté diverses filières en ce qu'ils faisaient. Donc, il y avait une meuf qui était aussi en droit et qui avait présenté sa licence. Ça m'avait bien plu. Surtout, c'était le fait qu'elle garde les deux langues parce que moi, dans ma licence, j'ai pu garder l'espagnol et l'anglais. Contrairement aux licences de droit général où on n'a que l'anglais. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ce choix-là de licence. Et à vrai dire, quand je suis partie en droit, c'était plus dans l'optique aussi de me garder le plus de portes ouvertes. Parce que quand on est en terminale, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Donc je me suis dit, je vais aller en droit, on verra ce que ça va donner. Au pire, si ça ne me plaît pas, je me réoriente. Mais en tout cas, il me faut un truc. Il s'avère que ça t'a plu finalement. C'est ça. Et au final, j'ai continué et... C'est jamais une licence gâchée le droit en fait. Quoi qu'il arrive, si tu fais cette licence, tu veux faire ce que tu veux derrière, tu peux... Mais tu ne pourras jamais te dire ça m'a servi à rien. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Pour avoir parlé avec des gens qui se sont après réorientés après le droit, ils me disaient, mais franchement, en fait, je suis contente d'avoir fait du droit parce que je comprends mieux ma discipline actuelle. Enfin, par exemple, il y avait une fille qui avait fait une licence en droit et qui après est partie en gestion. Elle me disait, mais en fait, si j'avais pas fait du droit, franchement, j'aurais moins compris les choses. Et là, je fais du droit fiscal, je fais de la fiscalité. Le fait d'avoir fait un peu de droit fiscal, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Après, ça fonctionne parce que le droit et la gestion, il y a quand même des connexions. Et puis, sûr. en droit, je voudrais pas faire une hiérarchie hasardeuse des licences ou des disciplines, mais c'est vrai que le droit, c'est réputé pour être assez exigeant. Il y a beaucoup de méthodes. Et quand tu arrives avec ces compétences-là que tu as développées en licence de droit et que tu vas sur de la gestion, où on est plus ou moins sur des mêmes problématiques, ça peut aider. J'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce que vos proches ont pensé de vos choix d'études? Donc, par proche, j'entends votre famille, vos amis, votre entourage. Est-ce que vous avez dû faire certaines remarques qui étaient désobligeantes ou alors qui remettaient en question la légitimité de votre choix? Personnellement, moi, je sais que, quand on dit proche, d'abord, je pense forcément à ma mère. Elle a toujours été très, très optimiste avec mes choix. Elle a toujours été derrière moi. Le seul bémol, c'est qu'elle n'avait pas forcément les outils
de compréhension de ce système-là, parce qu'elle n'avait jamais touché au monde académique. Déjà, le monde scolaire, c'était à peine si elle l'avait terminé. Et donc, elle était très encourageante, mais sans vraiment savoir dans quoi je m'aventurais. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, ça me fait penser qu'on parlait de l'école tout à l'heure, de l'orientation. C'est tellement un moment charnière, enfin, je veux dire, un tournant dans ta vie. Tu es trop jeune, etc. Et je me dis, est-ce que l'école, finalement, c'est juste... fournir le même enseignement à tout le monde et dire ok ça y est on a une école républicaine etc et tout va bien parce qu'on a donné, enfin et encore hein, c'est pas vraiment le cas, toutes les écoles n'ont pas la même qualité d'enseignement, mais je pense qu'il devrait quand même y avoir un espace qui soit dédié à l'orientation, pas juste avec une conseillère qui est hyper subjective, mais peut-être avec aussi des cours qui te disent voilà tous les chemins possibles aussi, tu vois, dans le parcours en tout cas académique, voilà est-ce que ça fait une prépa, où est-ce que ça mène, voilà est-ce que ça fait une grande école, voilà est-ce que ça mène les types de grande école, enfin je sais pas, mais donner une sorte de vision de l'après à des étudiants et à des jeunes qui n'ont pas forcément ça. Moi, j'ai des copines aujourd'hui, parce que je travaille maintenant dans un milieu où tout le monde vient, soit de l'ENS, de Sciences Po, pas de Paris 1, de machin. Et en fait, depuis qu'ils sont jeunes, on leur parle de polytechnique, on leur parle d'HEC, et depuis qu'ils sont même... Enfin, je veux dire, quand je dis jeunes, c'est presque la primaire, collège, lycée. Ils ont leurs frères et leurs sœurs qui ont fait ce chemin-là, leurs parents aussi. Donc, ils connaissent les parcours, ils les connaissent. Il y en a qui te disent il était hors de question que je fasse pas une prépa parce que c'était la honte dans la famille, fallait absolument faire une prépa, sinon mon père allait tu vois, mon frère a fait la même que mon papa, je vais faire la même que mon frère. Enfin, il y a un truc presque d'héritage que nous on n'a pas parce qu'on arrive, on est frais quoi sur le terrain. Et donc oui, ma mère a toujours été derrière moi, mais je sais qu'elle était aussi là par bonne volonté, pas forcément avec une pleine connaissance des enjeux qui m'attendaient derrière. Après, mes amis, en général, ils n'étaient pas forcément très enjoués. Ils se disaient simplement, tu fais de l'anglais, c'est bien, mais bon, c'est vraiment cette culture de l'ingénieur, de l'avocat, du médecin, et tout ce que tu peux faire à côté en sciences sociales, c'est toujours d'un peu dévalorisé en se disant quoi, tu veux devenir écrivain, pourquoi tu as fait un bac L. On m'a déjà posé la question, tu veux faire écrivain? Moi, pareil aussi. Donc, voilà. Ils faisaient quoi tes amis? Est-ce qu'ils étaient en cours sup déjà? Non. Et ils faisaient pas de... Non, ils ont arrivé souvent après le bac, ou alors ils ont fait des BTS, un peu typique, hein, BTS compta, BTS vente, BTS... la culture du travail, elle est plus forte. C'est plutôt, est-ce que tu as ton permis? Est-ce que tu as ton BTS? Est-ce que tu as commencé à travailler? Des choses très concrètes. Des choses concrètes, même si c'était forcément lié à une forme de précarité, tu vois. Si je peux avoir 1 500 € par mois, 1 200, même entre 1 200 et 1 500, et que j'ai mon permis, j'ai une petite Clio, tout va bien. Après, si tu veux faire un parcours sur 10 ans académique, ça n'a aucune utilité. Il y a vraiment ce truc de... Cette culture, elle n'est pas imprégnée dans mon milieu à moi, elle n'était pas du tout imprégnée. Ouais, non, je me retrouve un peu aussi dans ton témoignage, dans le sens où moi j'ai aussi grandi dans un milieu qui était... plutôt populaire, même s'il y avait quand même une certaine mixité sociale. Et déjà, dans un premier temps, quand je suis partie en bac littéraire, c'était des réflexions du genre, mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Enfin, t'es une bonne élève, donc pourquoi t'es pas parti en S ou en ES? Parce que, en gros, il y a l'idée que, voilà, c'est ça, c'est que tu passes à côté de ta chance de passer par la voie royale, et tu choisis la L, je sais pas, par passion... comme si c'était quelque chose de totalement inutile, quoi. De ouf. Ça me fume parce que dit comme ça, c'était vraiment mais toi qui vraiment réussit. C'est gâté, alors que quoi. nous, Tu gâtes ton potentiel. Va en reste seulement au lieu de faire Mais pour le coup, même dans mon quartier, les mamans, quand elles parlaient entre elles, parce que souvent, dans la même période qu'on passait les bacs, tous les enfants du quartier, et les mamans arrivaient en disant mais moi, mon fils, il a fait un bac S. Parce que, et tu sais, il y a une hiérarchie. Et ma mère, en vrai, elle est venue me voir en me disant mais pourquoi tu fais pas un bac S? C'est ça. Le truc, les mamans s'arrêtaient au marché, quoi. Ah non, mais moi, mon fils, c'est bac S, tout de suite. Et tu sais, il y a un truc de... Et elle me disait, pourquoi tu peux pas faire bac S? Je me dis, mais je sais pas faire je suis nulle en maths, tu vois pas mes notes. Et je souscris totalement à ton constat, et doublement parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que je le vis au quotidien. Là, je travaille dans un collège, donc c'est vraiment des choses qui sont structurelles. Et pour ma part, moi, mon entourage, comment il l'a pris, il l'a pas pris... ils n'étaient pas spécialement surpris ou autre, parce que j'ai toujours eu la réputation autour de mes potes d'être la tête. Genre, quand j'étais au collège, on était souvent dans les mêmes classes, j'étais toujours celui qui avait les meilleures notes, j'ai des gens qui avaient des mauvaises notes, et en plus, j'avais des bonnes notes dans toutes les matières à peu près. Ça a été à peu près le cas jusqu'en première, jusqu'à ce que je décroche concrètement. Et ça a continué de l'être, donc quand j'ai continué les études supérieures, pour eux c'était évident. Par contre, je les ai continuées à côté de chez moi. Et ce qui semblait moins évident, c'était plutôt de faire des cours loin. Parce qu'en fait, moi j'étais à Savigny, en Seine-et-Marne. Enfin, dans le sud de la Seine-et-Marne, il n'y a pas d'université. Il y a une antenne de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, mais c'est juste pour y faire du droit ou de la gestion. Il y a l'université Paris-Marne-la-Vallée,
mais c'est à Chelles, quoi. Enfin, Chelles, Marne-la-Vallée, quoi. Donc nous, on n'y va pas, c'est trop loin. Donc ceux qui allaient faire des cours, généralement ceux qui étaient, on va dire, les têtes au collège, les têtes au lycée, ils allaient à l'UPEC. Et donc ils se tapaient 40 minutes de train jusqu'à Créteil. C'était eux l'élite. Mais aujourd'hui que je connais le système, je me dis, mais tu sais, genre quand j'étais au lycée, ceux qui avaient des meilleures notes, dont je faisais partie en seconde, il n'y avait aucun moment où on nous parlait de classe préparatoire, ou même juste de médecine, tu vois. Enfin, même si médecine, ça semble un peu plus évident. Concrètement, les gens autour de moi, ils n'ont pas été surpris parce que j'avais cette étiquette-là, mais je me suis vite rendu compte qu'en commençant les études sup, que il y avait des choses qui étaient entre guillemets plus au-dessus qu'un simple DUT, qui est quand même un diplôme cycle court, où l'objectif en théorie c'est de se professionnaliser. Donc dans la logique des choses, je ne devais pas continuer mon parcours après Bac plus 3. Peut-être que si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Ce truc, tu vois, de si j'avais su, c'est juste, au-delà du fait qu'on a un parcours aujourd'hui dont on peut quand même se féliciter, le truc de toutes les options ne m'ont pas été présentées. Ouais, c'est juste ça en fait. Le choix que j'ai fait C'est était frustrant. pas conscient de manière optimale, dans le sens où j'ai pas vraiment fait un choix qui était à l'issue de toutes les options possibles, tu vois. Et ça c'est un problème, je trouve, parce qu'on a un droit de savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un système qui fonctionne sur notre ignorance et qui en fait ça crée une forme de plafond de verre entre nous et d'autres formes de mobilité sociale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est plus possible. Cette connaissance-là, elle doit décloisonner, être accessible à tout le monde. Parce que tant qu'on ne sait pas, et tant qu'on est privé des règles du jeu, en fait, du système, on ne joue pas avec les mêmes pièces, on ne joue pas avec les mêmes pions. C'est exactement cette question des règles du jeu, parce qu'en fait, on joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles. C'est pour ça qu'on perd. Ce qui fait qu'en fait, même si on a en théorie le potentiel de gagner, on ne gagne pas parce qu'on ne connaît pas les règles. Genre, tu joues au foot avec tes mains, tu vas être éliminé. Tu connais pas les astuces en fait. Tu pars avec un handicap. Et justement, maintenant que moi je travaille dans l'enseignement public, lol, je me rends compte que ceux qui ont entre guillemets le meilleur parcours académique, même si je fais pas du tout de classement entre telle filière et telle autre, c'est ceux qui sont les plus accompagnés, c'est pas ceux qui sont les meilleures notes. Parce que quand t'as papa, maman qui t'explique comment ça fonctionne, ou qui plus ou moins, parce que eux ont fait des parcours relativement qualitatifs, vont te dire il faut que tu ailles vers ça, les autres options en fait tu les prends pas en compte. Et sans rentrer dans le cliché de la famille des polytechniciens qui disent ouais, si tu fais pas ta classe préparatoire à Henri IV et que tu rentres pas en polytechnique, t'es radié, on te coupe l'héritage, je saurais pertinemment aujourd'hui que... Et demain, quand je vais rencontrer des personnes, que je vais être de plus en plus avec des gens qui, quand ils étaient au lycée, c'était j'hésite entre une prépa pour entrer à HEC, une prépa pour entrer à Polytechnique pour vraiment faire très très court, ou une formation sélective à l'université. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des doubles licences. Ouais, et puis même les magistères, les machins, je ne savais pas comment y rentrer. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, les licences, les masters, c'est très bien, mais dans quelques années, quand tu auras tout le monde... Nous encore, on passe encore entre les mailles des filets, mais tu vois, dans 5 à 10 ans, quand le master et la licence seront tellement généralisés, que tant que tu n'auras pas fait 4000 mobilités, un magistère, une grande école, des prépas, des machins, 4 stages avant la fin de ton diplôme, ça va être très compliqué. Donc là, on est face à un terrain qui est en train de se démocratiser surtout. Ouais, mais voilà, s'endurcir, quoi. Et à côté, il faut qu'on arme aussi les personnes qui sont issues de nos milieux face à un système qui va être de plus en plus sélectif et qui va faire encore plus de tri qu'avant. Mais je pense que c'est déjà le cas, et bien sûr. Au-delà des réformes Parcoursup qui créent déjà une sélection à l'entrée, alors qu'avant on avait quelque chose de relativement égalitaire, c'est déjà le cas. Mais même quand tu rentres dans les cases de ceux qui ont compris le jeu, il y a des différences, et ça je m'en suis rendu compte quand je parlais, maintenant aujourd'hui je suis à Bac plus 3, je parle avec des gens qui sont à L1 dans des grandes facs et qui ont plus ou moins le même parcours que les autres personnes qui parfois on va dire ont des parents qui accompagnent plus. C'est des gens qui vont avoir du réseau professionnel et vont faire des stages et vont ensuite beaucoup plus facilement trouver des premiers emplois, alors que ceux qui comme nous n'ont pas forcément les clés du jeu, et on va arriver en M1, il faut faire un stage, déjà peut-être que c'est optionnel, ils vont pas le faire, ils vont faire en M2, ils n'auront pas fait de césure, ou ils vont chercher des stages à droite à gauche, et ça c'est des choses qui vont jouer, clairement. Là, si tu as ton petit stage, même si c'est une semaine pendant les vacances en L1, ça va te démarquer par rapport aux autres dossiers, tu vois. Bien sûr. Et ça, en fait, vraiment l'inculquer, je pense, à tous les jeunes de nos jours, leur dire de plus en plus se professionnaliser de plus en plus tôt. Déjà, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont faire par la suite. Et aussi, pour leur CV, pour voir s'ils aiment vraiment le métier sur lequel ils travaillent, en fait, pour lequel ils travaillent pour la suite.
Et voilà quoi. C'est vrai, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais dans notre culture, on a l'impression que finalement, tout ce qui compte, c'est le diplôme. En fait, le diplôme, c'est. Franchement, moi qui cumule les diplômes pour le coup, là, franchement, je me rends compte que 43 masters. Non, mais sincèrement, c'est juste une partie du chemin. Le reste, ça va être qui tu vas rencontrer, la chose que tu vas faire, l'expérience que tu vas mener, les assos dans lesquels tu vas rentrer. En fait, il y a plein de choses. C'est vraiment ce qui compte, c'est le monde que tu vas pouvoir rencontrer, les choses que tu vas pouvoir faire. C'est vraiment plutôt une sorte d'entrée dans une matrice qui compte plutôt que le diplôme en soi. Même si le diplôme, c'est bien concrétiser tout ça. Mais l'expérience de ton université ne se résout pas à aller en classe, passer les examens et avoir un diplôme. Parce que finalement, tu vas avoir des très très bons élèves qui n'ont pas compris tous les codes, qui vont se retrouver à la fin de leur master et qui vont galérer pour trouver un stage. Là, je me rappelle quand j'avais postulé, je voulais entrer à Sciences Po. Et je me suis rendu compte Après la licence non, après mon master 2 en histoire à Paris 1, je voulais faire un dernier master 2 à Sciences Po. Il y avait un master qui m'intéressait énormément. Et en fait, j'avais jamais pensé à entrer à Sciences Po. Déjà parce que je me suis toujours dit Paris. Non, Le master, c'était c'est un truc sur l'environnement. Okay. Il y avait un sur l'environnement qui m'intéressait et un sur les politiques, énergie, transport, quelque chose comme ça. Et je me rendais compte déjà probablement que les gens comme... Enfin, je pensais jamais à entrer à Sciences Po. Je me suis dit, les gens comme moi, en fait, ils entrent pas à Sciences Po. C'est pas fait pour toi, quoi. Pas fait pour moi. Et puis en plus, je pense que même si c'est pas forcément conscient, je me suis jamais dit, les gens comme moi entrent pas à Sciences Po. Dans mon inconscient, je me suis jamais autorisée à penser à entrer à Sciences Po. C'est que moi, je savais même pas que ça existait quand j'étais au lycée. J'ai appris que ça existait quand j'étais en première ou deuxième année de DUT, tu vois. Ça arrive super tard. Ouais. Et moi, je savais même pas où c'était, même géographiquement. Tu vois, il y a un truc de tu dis Sciences Po, c'est une image, c'est une idée. Pour moi, c'était une idée. Alors qu'en vrai, il y a une adresse, tu peux aller voir, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à postuler, je me suis rendu compte que j'avais des amis maintenant qui avaient postulé depuis la fin du bac, qui avaient essayé de rentrer au moins 3 fois. Il y avait des codes pour les concours, les entretiens, les machins. Souvent, il fallait connaître quelqu'un de l'intérieur. Enfin, il y a tellement de choses pour rentrer à Sciences Po, tellement pas lié à ton diplôme ou à ton mémoire, où il y a tellement de facteurs autres qui entrent dans le fait de pouvoir être accessible. Enfin, je veux dire... admissible. Et donc, moi, j'ai postulé et je me suis rendu compte que rien que le fait que j'avais pas forcément beaucoup d'expérience de stage avant de postuler, c'était aussi une défaveur. Parce que, comme tu disais, en L1, j'avais jamais pensé faire un stage, ni en L2. Le seul truc que je m'étais dit, c'était la mobilité. Et pour moi, c'était incroyable de penser à une mobilité en Erasmus. Ouais. Parce qu'en plus, ça m'a coûté. Parce que contrairement à mes autres potes qui, eux, pouvaient partir avec l'aide des parents qui payaient le loyer, moi, j'ai travaillé depuis mes 14 ans quand j'étais au CNED. J'économisais depuis mes 14 ans. Quand j'étais en L1, je faisais ma licence anglais-histoire où j'étais presque à 35 heures par semaine de cours. Je travaillais le soir et les week-ends pour pouvoir économiser. Et avec tout ça seulement, j'ai pu partir à Copenhague 1 an. Donc l'effort que ça m'a déjà coûté de pouvoir rien d'avoir ce rêve-là, alors que pour beaucoup de gens, c'est pro bono, quoi, c'est un plus. Tu te dis, c'est ouf. L'effort que c'est d'entrer dans une forme de cycle valorisant. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'entrer à Paris 1 après derrière, tu vois, d'avoir fait des mobilités, d'avoir fait des choses comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, le fait de ne pas savoir, d'arriver en retard, ce sentiment de se dire j'ai toujours un train de retard sur ce qui se passe. Et du coup, tu dois rattraper. Et ça, c'est horrible, tu vois. Ouais, c'est fatigant. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu te mettais inconsciemment des barrières par rapport à certaines études, certaines filières ou même certains métiers, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous aussi, quand vous étiez plus jeune, vous disiez que certains métiers n'étaient pas faits pour vous parce que vous veniez de telle origine ou juste parce que dans votre entourage, en fait, vous n'aviez vu personne qui pratiquait ces métiers? Déjà, les gens reproduisent ce qu'ils voient. Ouais, c'est et quand dans ton entourage proche, il n'y a rien qui fait même écho à ça, tu peux même pas t'imaginer. Enfin, c'est compliqué, à part si tu as une imagination débordante, tu as regardé un film qui t'a transcendé. Ouais. Enfin, je sais pas. Donc personne ne pensait être médecin ici, ou toi tu ne disais pas je vais être avocate. Si, en fait, justement, moi quand j'étais petite, mon rêve c'était d'être pédiatre. Genre, je voulais être pédiatre. Wow. Et quand mon prof de maths il m'a dit non, tu vas pas en S, à ce moment-là, franchement, mon cœur il s'est brisé, tu vois. J'ai vu qu'après. Toujours pas. Le prof il est là. Il faut la payer une rare de capacité. Je gère pas, mais j'aime bien quand même ce prof. C'est un peu la même chose. Je voulais être chirurgienne quand j'étais petite, c'était vraiment mon goal. Et puis, arrivé en seconde, je suis passée de 15 de moyenne au premier trimestre à 5. Ah ouais. Wesh. Les rêves sont dead. C'est quel écart type? En maths. À 5 À 5. Comme moi. Je me suis dit la chirurgie, la médecine, dans une autre vie peut-être. Pareil. En même temps, la chirurgie, c'est chaud. Bah, ouais. en fait, le métier en lui-même, je pense, il est pas si chaud que ça. Parce que... Des chirurgiens qui nous écoutent peut-être. Hein. Non, genre en mode... non, moi ce que je veux dire, c'est que tout s'apprend. Dans l'absolu, je pense que dans l'absolu, n'importe quelle personne, si tu le formes correctement, il peut faire n'importe quel métier. Mais dans le système dans lequel on est aujourd'hui, pour devenir médecin,
vu C'est que complexe. pour des raisons X et Y, il y a une sélection qui est assez forte. Il faut passer cette sélection et donc il faut être meilleur. Mais dans un autre monde, ça se trouve, ça aurait été la même chose pour un métier qu'on valorise pas du tout. Mais moi, personnellement, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Mais après, ça m'est passé. Genre, j'avais juste aucune idée de ce que je voulais devenir. Il y avait juste des choses que j'aimais bien. Autour de moi, en tout cas, il y avait vraiment pas grand-chose pour se projeter. Genre, mon père, il a évolué dans sa carrière, ce qui était quand même assez inspirant, mais c'était dans le bâtiment. Et moi, c'était vraiment pas des choses qui me parlaient. Ma mère, grosso modo, elle n'a pas travaillé. Et les personnes autour de moi, c'était tous des ouvriers, quoi. Mes oncles et mes tantes, c'est très cliché, mais mes tantes, elles étaient toutes soignantes. Et mes oncles, c'était des maçons. C'est tout. Et mes potes, même quand je discutais avec eux, les plus chauds, ils visaient des BTS. Quelques-uns allaient gratter des licences avec des noms assez évocateurs, genre ouais, j'aime bien l'éco, je vais faire une licence éco à Paris 1 ou Paris 2. Et ça, c'était vu comme méga subversif, mais même eux, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Donc moi, quand j'ai fait rentrer mes vœux sur APB, admission post-bac, donc l'ancêtre de Parcoursup, j'ai vraiment rentré des formations avec des noms qui me semblaient cool. C'est tout. Ok. Mais les métiers, j'en avais aucune idée. Ok. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.